Sur les 1670 volcans actifs que nous connaissons, tous ne sont pas à proprement parler dangereux pour l'homme. Certains peuvent entrer en éruption, provoquer des coulées de lave, détruire des villages, mais bien souvent en laissant le temps aux habitants de s'enfuir. Ce sont les volcans rouges. D'autres, en revanche, sont particulièrement dangereux pour les populations qui habitent sur leurs flancs. Ce sont les volcans gris. Du rouge au gris, voici ce que nos volcans ont dans le ventre et ce qu'ils peuvent recracher à tout moment. Du rouge, du gris, ça vient d'où toutes ces couleurs? Pour le savoir, il faut jeter un œil dans les entrailles de la bête. Le magma qui s'infiltre dans la croûte terrestre s'accumule peu à peu dans la chambre magmatique, un grand réservoir divisé en une ou plusieurs parties. La chambre magmatique est reliée à la surface par un conduit qu'on appelle cheminée. Lors d'une nouvelle arrivée de magma, ou lorsque le gaz qui était dissous dans le magma s'échappe, la pression dans la chambre magmatique augmente. Le magma remonte par la cheminée. Les bulles de gaz se dilatent au fur et à mesure de leur ascension et entraînent avec elles le magma. Stop! Du gaz dissous, des bulles qui se forment. Dis donc, il s'en passe des choses dans le volcan? Pas plus que dans une bouteille d'eau gazeuse. Tant que le bouchon est fermé, le gaz reste dissous dans l'eau à cause de la forte pression qui règne dans la bouteille. Mais dès qu'on l'ouvre, la pression diminue et les bulles de gaz s'échappent et entraînent avec elles le liquide. Eh bien, c'est la même chose avec le volcan. Après, tout dépend de la composition du magma. Plus ou moins de gaz, plus ou moins visqueux. Pour faire simple, on peut distinguer deux grands types de magma. Lorsque le magma est fluide, les bulles de gaz n'ont aucun mal à s'en échapper. Elles remontent et poussent la lave vers l'extérieur qui jaillit alors en fontaine ou s'écoule paisiblement sous forme de belles coulées de lave. D'où le nom volcan rouge ou volcan effusif. On les retrouve le plus souvent dans les zones d'accrétion ou de points chauds. Et quand le magma n'est pas fluide, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque le magma est trop visqueux, les bulles de gaz restent piégées à l'intérieur. Le magma remonte alors très lentement vers la surface. Il a tendance à former un bouchon. La pression dans les bulles de gaz augmente, 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 et quand elles arrivent à la surface, elles explosent, projetant des quantités énormes de roches, de cendres, de gaz et de poussière. Ah oui, quand même, c'est plutôt dangereux, non? C'est même très dangereux. Ces volcans gris ou explosifs peuvent provoquer des coulées pyroclastiques ou nuées ardentes. Ces terribles avalanches qui dévastent tout sur leur passage en quelques secondes. On retrouve ces volcans dans les grandes zones de subduction. Nous voici en Colombie face au Nevado del Ruiz. Si son nom chantant et exotique fait rêver, ce volcan est pourtant bien dangereux. Son sommet est couvert de neige. Pas très inquiétant au premier abord, mais de l'eau fondue et de la cendre. Ça fait d'énormes coulées de boue. En 1985, 16% de la calotte a fondu. Et cette poche d'eau, bien sûr, est très instable. Donc ce qui peut se passer, c'est que si elle est trop importante, eh bien, elle cède d'un seul coup, elle éclate. Elle emporte des blocs de glace, des blocs de rochers, de la boue et toutes les vallées radiaires du volcan. Donc on appelle ça des coulées boueuses d'origine volcanique. On appelle ça également des lahars, qui est un terme indonésien qui veut dire la même chose. Et donc en 1985, en Colombie, ces lahars ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres. Ils ont détruit la ville d'Armero, qui est à peu près à 70 kilomètres. Il y a eu 25 000 victimes et ils ont parcouru jusqu'à 104 kilomètres. Et ce n'est pas fini, non seulement ces lahars parcourent de très longues distances, mais leur grande vitesse d'écoulement les rend aussi imprévisibles. La vitesse moyenne, au moment où il y avait, au niveau des villes, c'était environ 10 mètres secondes, c'est-à-dire en fait la vitesse d'un champion olympique sur 100 mètres. Donc c'est plus rapide que quelqu'un qui court. Et en plus, ça s'est passé, je crois, de nuit, donc les gens étaient surpris. Et tout a été emporté, les maisons, les arbres, les voitures, et des gens étaient pris dans le feu boueux. Initialement sous-marin, cet énorme volcan désormais émergé est devenu un beau bébé. Sur le Kilauea, fontaines et coulées de lave s'enchaînent pour former de longues étendues sombres de lave séchée.
À ces étranges paysages volcaniques s'ajoute une autre particularité, les lacs de lave. Hawaï, c'est le paradis des lacs de lave. C'est exceptionnel, un lac de lave. Ça veut dire que dans le cratère, la lave stagne à l'état liquide. Et les températures font jusqu'à 1250 degrés. C'est les plus hautes températures naturelles mondiales. Ça demande un cas un peu particulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre thermique entre la chaleur qui arrive et celle qui repart. S'il y a trop de chaleur, le lac déborde. Si on n'a pas assez, il se refroidit, il se fige. C'est un peu comme si on veut mettre une casserole de lait sur le feu, on veut qu'elle bout sans déborder. Vous voyez, c'est un équilibre extrêmement difficile à obtenir. Et c'est le cas à Hawaï. Alors, il y a des lacs de lave qui se succèdent. Alors, souvent, un lac de lave ne dure que quelques années. Mais quand il s'arrête, un autre reprend. Donc, il y en a eu plusieurs coup sur coup. Et ces lacs mesurent parfois jusqu'à 100 mètres de diamètre. Ça doit vraiment être spectaculaire. On appelle ça parfois la marmite du diable. C'est remuant, il y a des fontaines de lave au milieu, ça clapote, parfois ça fige un peu en surface, ça fait une petite croûte plus sombre qui se fracture à nouveau par des filets d'or. C'est un énorme spectacle, beaucoup de chaleur, on en prend plein la figure quand on regarde même si on est au-dessus du cratère. Et c'est typique des volcans très laviques et à lave très fluide. Tous ces phénomènes nourrissent le mythe de la déesse Pelée qui règne sur le Kilauea et ses deux frères, le Mauna Kea et le Mauna Loa. En forme de filament ou en forme de goutte selon sa consistance, la lave séchée après l'éruption est associée aux cheveux ou aux larmes de la déesse. Et après le feu vient la vie. Dans les fractures de la lave, il suffit d'une graine et d'un peu de pluie pour que la végétation reprenne le dessus. En islandais, Grímsvötn signifie lac masqué. Et c'est justifié. Le Vatnajökull est un glacier de la taille de la Corse qui cache 6 volcans sous 2 km d'épaisseur de glace. Parmi eux, le Grímsvötn est l'un des volcans les plus actifs d'Islande. Pour ce type de volcanisme, glace et volcan ne font visiblement pas bon ménage, surtout au début de l'éruption. À ce moment-là, la glace se met à fondre en partie. Et également, elle peut se vaporiser. Donc, la glace qui fait de la vapeur, la glace qui fait de l'eau puis de la vapeur, ça fait une augmentation brusque de volume, un peu comme dans une cocotte minute, et donc ça explose. On va dire que l'eau, paradoxalement, n'éteint pas le volcan, mais au contraire, augmente son explosivité. Ok, je retiens, ne pas mettre d'huile sur le feu ou plutôt de glace sur le volcan. Mais toute l'eau qui fond autour, elle va où? Dans le glacier se créent des poches d'eau de plus en plus importantes. Et ces poches d'eau ne peuvent plus être maintenues par le glacier car il y a trop de pression. Donc à un moment donné, l'eau force la passage sur le glacier. Souvent c'est sous le glacier qu'elle passe, entre le glacier et puis la roche qui est en dessous, elle se crée un passage et d'un seul coup l'eau déferle. C'est de l'eau sale bien sûr, très boueuse avec des blocs de glace qui sent mauvais, qui sent le soufre, qui sent le chlore. Et d'ailleurs cette eau, si on l'analyse, on se rend compte qu'elle est d'origine volcanique en partie. Ce Jökulhlaup, qui veut dire le glacier qui court, c'est de l'eau et de la boue qui va assez vite. Et ça emporte tout. La boue, plus lourde que l'eau, détruit routes, ponts et maisons. Contre un Jökulhlaup, on ne peut malheureusement rien faire. Bon, disons-le clairement, vivre près du Sinabung n'est pas très rassurant. En éruption continue depuis 2013, ce volcan produit des nuées ardentes à cause de sa lave visqueuse. Donc la lave est visqueuse, elle est presque pâteuse. Elle sort sous forme d'un dôme de lave, elle ne peut pas couler, il n'y a pas de coulée de lave. C'est un dôme de lave en forme arrondi, un petit peu comme du dentifrice qui sort d'un tube, qui ne coule pas. Ce dôme, il est très riche en gaz, donc il explose régulièrement. Et quand il explose, le gaz sort à grande vitesse et emporte des rochers, emporte de la cendre. Donc cette nuée ardente, c'est un nuage brûlant de gaz, de blocs et de cendres qui dévale les flancs du volcan. Il ne monte pas verticalement, il descend latéralement à des vitesses de 100 km/h dans le cas du Sinabung. Ça peut être plus dans le cas d'autres volcans, à haute température, à 100 degrés ou plus. Et bien sûr, ça détruit tout sur son passage. Donc une nuée ardente est mortelle. Mortelle? Mais les populations locales alors? Il faut absolument évacuer les personnes. Actuellement au Sinabung, il y a 30 000 personnes évacuées. On va dire qu'il y a une première zone, interdite de 5 km de rayon autour du volcan, qui est une zone extrêmement menacée. Et on va dire entre 5 et 7 km, c'est une zone également surveillée.